Des jeux en pagaille, un choix cornélien, mais surtout un manque de temps affligeant pour pouvoir jouer à tous ces jeux. Aujourd'hui, je reçois Patrick Béja pour ce dernier épisode de l'année et on vous parle des jeux qui ont marqué l'année 2024 et ce sera juste après ça. Chères joueuses, chers joueurs, bonjour et bienvenue dans ce podcast qui sent bon Noël. Et en effet, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2024. Et bien que peu d'entre vous auront le temps d'écouter cette émission le jour de sa sortie, laissez-moi tout de même vous souhaiter un bon réveillon. J'espère que vous allez bien, que vous avez été gâtés ou que vous allez être gâtés ce soir par le vieux monsieur rouge. Je suis Joël, votre hôte, et sans plus tarder, lançons-nous dans ce 67e épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui habituellement vous raconte les souvenirs marquants vécus par mes invités autour d'un jeu. Mais cette semaine, dans la lignée de l'épisode spécial d'il y a 2 semaines, où j'avais reçu Marie Giordana, on va consacrer cet épisode aux jeux vidéo qui ont marqué l'année 2024. Et pour parler de ça, j'ai, comme l'an passé, le plaisir immense de recevoir Patrick Béja, qui parle de jeux comme personne dans le rendez-vous jeu, avec à chaque fois des intervenants de qualité toujours plus légendaire. Alors lançons-nous. Comment vas-tu, Patrick? Écoute, c'est moi qui suis heureux d'être là à nouveau. Je suis très honoré que ma première prestation ne t'ait pas, effrayé et que tu aies souhaité me recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Oh non, loin de là, c'est plutôt même un guide, tant ton expérience dans le podcast est énorme, donc je suis très content de pouvoir partager ça avec toi. Comment a été ton année, toi? Écoute, l'année, a été compliquée, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, des passages à l'hôpital pour différentes choses, un déménagement, d'un pays à un autre, bon, plein de choses se sont passées, mais au final, on est encore là et ça se passe pas trop mal et il y a eu des jeux sympas auxquels on a pu jouer aussi, donc tu vois, tout n'est pas perdu quand même. C'est vrai, que quand on est court à droite à gauche, trouver le moment de faire des jeux qui souvent prennent plusieurs heures à être faits, c'est très compliqué. Ce qui me pose le plus de problèmes, en fait, je me rends compte que c'est pas tant que j'ai pas de temps pour faire les jeux. Je le dis souvent, mais je crois que c'est pas si vrai que ça. En fait, le problème, c'est que quand on est très occupé, qu'on a des enfants, qu'on court à droite à gauche pour toutes les choses, j'ai plus de mal, en tout cas moi, à me poser pour me dire: «Je vais faire 1 heure de jeu maintenant». Donc j'ai 15 minutes, je vais lancer un petit truc qui peut se finir en 15 minutes et même si je fais 4 parties ou 5 parties et qu'au final, j'arrive à 1 heure, tu vois, plusieurs fois par semaine, donc j'aurais pu faire des jeux qui prennent plus de temps, en fait, j'y arrive pas parce que je les ai consacrés à des petits jeux, tu vois, des petits jeux en PVP, des trucs qui se font des parties en 10 minutes et donc je fais pas des vrais gros jeux, enfin des gros jeux narratifs, classiques et ça me manque un peu, mais pas assez pour arrêter de jouer à des petits jeux, auxquels je joue depuis des années. Des jeux de confort. Ouais, mais je peux comprendre, je suis un peu dans la même situation que toi, 2 enfants, donc forcément le temps, il faut le trouver et des petits jeux comme des parties de Marvel Snap ou des choses comme ça va vite, ça prend pas beaucoup de temps et on peut faire ça par phase de 5 minutes. Alors que effectivement un gros jeu du type Last of Us où il faut se poser dans le canapé, c'est plus compliqué quand même. C'est même l'optique, tu vois, dans laquelle on entre dans sa session de jeu est différente et ouais, donc il faut vraiment se préparer pour, s'asseoir pour une grosse session de enfin, il y en a eu plein, hein, des Star Wars Outlaws, il y en a eu plein Ouais. et ouais, j'ai pas eu la force de caractère de faire tous ces trucs-là. Non, mais je comprends, t'inquiète pas. Vous l'avez compris, on va parler des jeux qui nous ont marqués, même si contrairement à Marie, là, il y a 2 semaines, quand on a parlé de la rétrospective des jeux de société, nous, on n'a pas eu la chance de jouer ou tester 600 jeux. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Sur cette année quand même, encore une fois, riche en jeux, quel est pour toi le jeu qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, on en parlait en préparant cette émission, j'ai du mal à choisir parce que, jusqu'au mois de septembre, il y en avait un qui est un petit jeu que peu de gens, je pense, ont fait ou ont entendu parler, qui était, le jeu qui m'a le plus plu cette année et puis en septembre, il y a un autre jeu éblouissant qui est arrivé et qui m'a, pour le coup, convaincu que ça serait mon jeu de l'année, mais j'ai pas envie d'oublier le premier non plus. Donc c'est un peu délicat. Est-ce que tu penses que je parle du petit ou, de celui qui était éblouissant? Moi, avant tout, je tiens à dire que tu as quand même un remarquable aspect du teasing parce que tu dis ça sans mentionner quand même le nom des jeux. Alors, j'ai envie de J'ai dire, fait exprès. ouais, commence par le petit et on finira par ce qui te semble Très être le bien. plat de résistance. Magnifique. Eh ben, écoute, le petit, c'est un jeu qui s'appelle Mini Shoot Adventures et qui est un jeu
complètement improbable, mais vraiment, un truc qui ne devrait pas exister et qui, s'il existe, ne devrait pas fonctionner et pourtant il existe et il est bon. C'est un jeu de Soul Game Studio, qui est, je crois, un petit studio français qui, est composé de 2 développeurs seulement Eh beh, et c'est un jeu qui fait le pari de mélanger un jeu de tir en mode bullet hell. Alors je ne sais pas si tu sais ce que sont les bullet hell ou pas? si, si, ouais, c'est les jeux où tu utilises les Dis-moi? petits avions qui tirent des boulettes et des lasers dans tous les sens, quoi. C'est ça, des jeux de tir, des shoot 'em up comme on les appelait à l'époque. Oui, c'est C'est vrai. un sous-genre du shoot 'em up, on va dire, où il y a tellement de trucs à l'écran que, le jeu est vraiment d'éviter d'observer aussi attentivement que possible l'écran pour éviter que notre vaisseau se fasse toucher par ces dizaines, centaines de boulettes qu'il y a à l'écran. Et donc, ils prennent ce genre-là et ils le mélangent avec un autre genre qui n'a rien à voir, qui est le genre Zelda. Et c'est vraiment un jeu qui commence en mode Zelda, c'est-à-dire qu'on est un petit vaisseau qui se, entre guillemets, réveille dans une petite partie d'un monde et on va ensuite aller explorer ce monde, découvrir, des ennemis, des, upgrades, des power-up, des trucs qui nous donnent la capacité d'aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller au départ et c'est un monde qui est, modélisé comme un Zelda vraiment. C'est-à-dire qu'il y a même des clins d'œil, assez clairs au genre Mmh. parce qu'il en est plus qu'inspiré et on a un monde qu'on peut explorer, dans lequel on peut se balader comme dans Zelda, sauf qu'au lieu d'être un personnage avec une épée, on est un petit vaisseau qui peut tirer, et c'est un twin stick shooter, donc on se déplace avec un joystick et on tire avec l'autre. Et la direction donc est donnée par le joystick du tir. Et on va explorer ce monde. Et ça devrait pas fonctionner, un truc comme ça. C'est une idée tellement saugrenue, tellement farfelue, que ça devrait pas fonctionner. Et je dois préciser que je suis pas du tout fan de bullet hell à la base. C'est un genre qui est difficile d'accès, qui est compliqué mécaniquement Ouais. et pourtant, étant donné que c'est un Zelda, au départ, on est vraiment pris par la main et on a, une difficulté qui est minime, qui va nous permettre vraiment de se familiariser avec les contrôles, avec quelques petits tirs, par-ci par-là à éviter, des ennemis pas trop durs et ça nous met, le pied à l'étrier et ça nous permet d'arriver au bout, Mmh. de quelques heures à vraiment, alors c'est pas le pire des bullet hell, mais à vraiment, réussir des combats contre des ennemis avec, une difficulté qui est plus que respectable. Et le plaisir d'avoir des power-up régulièrement, d'avoir des objets qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est extrêmement bien rythmé, c'est, plaisant du début à la fin. Mécaniquement, c'est impeccable. Enfin, c'est vraiment une réussite, assez totale ce jeu que j'attendais pas du tout et que j'ai trouvé, délicieux, satisfaisant à tous les niveaux. J'y ai joué même avec mon fils. Il y a des modes de difficulté, réduits qui font que, on peut, y jouer avec des enfants jeunes. Non, vraiment, il y a j'ai quasiment rien à redire. C'est un jeu qui est à peu près parfait, quoi. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Il est beau, il y a de la musique sympa, il y a une belle courbe de progression, c'est un genre original, c'est un petit jeu indé, donc ça va même plaire aux gens qui aiment pas les gros triple A. Il y a rien à redire. Il est, j'aurais du mal à lui trouver des défauts à ce jeu vraiment. Ça s'appelle donc Mini Shoot Adventures et je peux c'est l'un des highlights de mon année. Alors je peux comprendre. Alors c'est vrai que quand tu m'as cité ce jeu et même l'autre, à vrai dire, tu verras, je te le dirai tout à l'heure, je connaissais pas. En voyant juste le nom et en voyant le logo sur internet, je me suis dit: «C'est quoi? Ça a l'air d'être vraiment un petit jeu». J'ouvre le trailer sur YouTube et là, je suis tombé sur ma chaise parce que effectivement, tu le dis très bien, c'est du Zelda en shoot et c'est extraordinaire. On retrouve même visiblement des séquences d'énigmes comme on peut retrouver dans les anciens Zelda, notamment celui de la Super Nintendo en vue de dessus, avec des énigmes comme dans les donjons. C'est vraiment incroyable. Oui, oui, il y a des petits secrets, des trucs à trouver dans la carte, à explorer, des oui, oui, c'est complètement ça. Et puis l'animation est d'une fluidité, j'ai du mal à croire que du coup ils sont que 2 derrière parce que c'est propre, c'est clean, ça a l'air plaisant et tu vois, c'est dans mon panier Steam déjà, tu vois? En plus, il coûte pas cher, il coûte une quinzaine d'euros. Au moment où on enregistre, alors ça sera peut-être encore le cas à Noël, mais il est en promo à 11,24 €. Franchement, à ce prix-là, ça vaut le coup de le mettre dans son backlog pour l'avoir au cas où, un moment, quoi. Ah ouais, non, vraiment, c'est, bonne découverte visuelle parce que c'est vrai qu'encore une fois, je ne connaissais pas, je suis passé totalement à côté.
Donc ouais, Mini Shot Adventure de chez Soul Game Studio et c'est français donc allez-y. Et du coup, concernant notre plat de résistance, alors quel est le jeu qui, pour toi, a détrôné Mini Shot Adventures? Ah, c'est dur, hein, tu vois? Je reparle de Mini Shoot et je revois les images et les vidéos et le trailer. J'ai du mal à lui enlever sa couronne si durement acquise, mais je crois que, en repensant à cet autre jeu, je suis obligé, je suis contraint. C'est Astrobot, qui est un jeu de la team Asobi, un des studios de Sony, de PlayStation. C'est un studio qui est au Japon, donc un studio japonais, qui est l'un des derniers rescapés des studios japonais Oui. et qui est dirigé par un Français. C'est une particularité un petit peu étrange. Donc les Français sont à l'honneur aujourd'hui dans mes, dans mes tops, mais c'est une équipe qui est très internationale. Ouais. C'est un jeune homme qui s'appelle Nicolas Doucet, qui dirige le studio, et ce studio a fait ses armes avec des petits jeux Astrobot, qui est le personnage, le petit robot qui est le héros des différents jeux, qui faisait des petits jeux de démo. Ils avaient une démo pour le PlayStation VR, ils avaient une démo pour la PlayStation 5, ils avaient même je crois, un autre concept au tout départ pour montrer un petit peu ce que pouvait faire la PlayStation 4, si je ne m'abuse, et ça a évolué en Astrobot. Ouais. Et Astrobot, c'est un jeu de plateforme en 3D, donc vraiment, on pourrait penser à tous les Mario 3D, peut-être à Mario 64 ou enfin vraiment à l'origine, ou même Mario Odyssey. Enfin, on va explorer différents mondes Oui. avec notre petit robot, et on a simplement un double saut avec un petit laser qui tire vers le bas depuis les pieds, qui va détruire les ennemis, et puis on peut donner des coups de poing, et on n'a que ça comme mouvement, bouton, éléments de gameplay. Et à partir de là, il développe dans ces petits univers tout un tas de gameplay différents, avec des ajouts. Disons que chaque niveau a son petit élément de gameplay particulier, avec un petit robot qui vient s'attacher à nous. Alors, on en a un, c'est les grandes box, on en a un, c'est un éléphant qui va aspirer de l'eau et on peut en faire des trucs après. On a, enfin, je vais même pas gâcher les surprises parce que ça fait partie du plaisir de découvrir tout ça. Ouais. Et le jeu pourrait être simplement un jeu de plateforme 3D classique qui est bon, mais sans plus. Mais le truc, c'est qu'il y a dans l'exécution de ce développement et de ce jeu chez la team Asobi une expertise et une maîtrise et une mesure du média qui est, je crois, sans commune mesure avec ce qu'on a eu par le passé. Je trouve qu'ils font, alors c'est un petit peu impensif de dire ça, mais ils font presque mieux que Nintendo ce que fait Nintendo. On retrouve une certaine vibe Mario 64 effectivement, dans la contemplation et dans la façon de jouer, j'ai l'impression. Bah, c'est l'inspiration de la simplicité qui fait le génie des jeux Nintendo, et je dirais qu'ils font aussi bien que le meilleur de Nintendo. Il y a un émerveillement de chaque instant en jouant à ce jeu. C'est vraiment un jeu qui va te refaire découvrir pourquoi le jeu vidéo, c'est fun, et pourquoi tu aimes le jeu vidéo. Chaque moment passé dans ce jeu te donne le sourire, et c'est accompli avec plusieurs moyens, par plusieurs biais. C'est à la fois le plaisir mécanique de contrôler le personnage qui se déplace au millimètre, et qui est contrôlé de manière idéale, un petit peu comme dans les Mario. C'est le fait que il est extrêmement bien rythmé là encore, et on a qui s'enchaînent des petits passages de plateforme, des petits passages de combat qui sont très faciles. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans le jeu, et pourtant on n'a jamais envie de s'arrêter, on s'ennuie jamais. Et puis des expériences différentes qui vont changer un petit peu le rythme, mais surtout aucune expérience dans cet enchaînement de petits moments de jeu, aucun ne reste trop longtemps. Ils savent systématiquement quand s'arrêter pour ne pas que tu te lasses. Et il y a des mécaniques, surtout au début, qui s'enchaînent, que tu ne revois pas pendant 1, 2 heures de jeu, et qui sont d'une inventivité absolument émerveillante. Encore une fois, c'est un terme que j'utilise beaucoup, l'émerveillement, mais c'est vraiment ce qu'il procure, ce jeu. Et donc, il y a des mécaniques dont tu te dis à chaque fois: «Ah bon, bah, OK, j'ai vu un truc, ils ont eu une bonne idée, Ouais. et ils vont l'exploiter pendant 2 heures. Là, ça va être le moment avec cette bonne idée». Bah non, ils te laissent 10 minutes, 20 minutes avec, et puis on passe à autre chose, et ils te proposent une nouvelle bonne idée qui va te faire sourire, qui va t'amener un sourire d'enfant, quoi. C'est une expérience sur les 10, 12 heures de jeu qui n'est jamais
pas fun, qui n'est jamais pas émerveillante, j'insiste sur ce terme, et même jusqu'à la fin de la fin, ils vont te proposer le meilleur du jeu vidéo. Et en plus de ça, il y a un autre aspect qui est délicieux, c'est le fait que depuis le début, Minishoot, pardon, le Minishoot, j'ai le Minishoot devant les yeux, donc son nom me vient à l'esprit. Astrobot a été un moyen de célébrer l'histoire de la marque PlayStation en intégrant par différents biais des éléments de l'histoire de la console. Là, ils le font aussi plus que la console elle-même et son matériel, c'est l'histoire des jeux qui ont marqué les 30 ans de Sony et de PlayStation. Et du coup, on découvre et on prend Ouais. du plaisir avec le petit Astrobot à retrouver des personnages et des références à tous ces jeux qu'on a appréciés si on était là dès le début. Et franchement, c'est fait avec tellement de subtilité et d'amour et d'attention qu'il n'y a aucun faux pas, là encore, dans ce jeu. Tout est parfait, tout est maîtrisé Mmh. d'une manière que, on ne trouve plus ou on ne trouve pas, ou on trouve rarement dans le jeu vidéo. C'est un jeu modeste qui réussit mieux que, des jeux beaucoup plus ambitieux que lui. Alors il n'a pas les mêmes objectifs, mais il y arrive de manière incroyable et je pense qu'il est impossible de jouer à Astrobot et de ne pas être béat devant son écran. C'est un jeu qui est merveilleux et j'utilise pas ce terme vainement. C'est vraiment un jeu qui est une merveille et qui nous fait nous émerveiller devant lui. Donc Astrobot, Ouais. j'ai du mal à ne pas le voir comme le jeu de l'année pour le jeu objectif de l'année, quoi. Et pourtant, il y a eu quelques trucs qui étaient sympas à côté. Ah bah, on verra, donc on enregistre avant les Game Awards, donc on verra s'il sera élu GOTY ou pas. Ma prédiction, c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux et que le consensus va se faire sur Astrobot parce que les gens qui votent à la base, peut-être que l'extension d'Elden Ring sera un close second, on va dire, Ouais. mais c'est une extension. Il y a déjà eu beaucoup de prix de l'année pour Elden Ring lui-même, donc je crois que les gens vont se retourner vers Astrobot parce que il y a vraiment cette maîtrise, cette compréhension de ce qu'est le jeu vidéo et que en y repensant, les gens qui jugent vont vouloir le récompenser parce qu'il réussit trop bien ce qu'il fait. Donc moi, je pense que ça sera Astrobot. On verra, vous le saurez hein, effectivement au moment d'écouter cette émission. On Ouais. verra si j'ai eu tort ou pas. Et ce qui est marrant, c'est que Astrobot, pour moi, ça avait cette image de, justement, le jeu démo, le jeu de faire valoir. Regardez la VR, l'expérience, elle est super sympa. Regardez tout ce qu'on peut faire avec, le lancement de la PS4, de la PS5, et j'étais resté là-dessus. Et c'est vrai que j'ai vu sur le tard qu'ils avaient fait donc un jeu, bah, comme celui-là, mais qui était un vrai jeu. Alors je l'ai pas encore fait, j'ai vu la vidéo de démo, j'ai trouvé le génie, comme tu l'as dit, de la simplicité des premiers Mario, des 64, des Mario Odyssey, même Mario Sunshine et tout ça, dans un univers 3D. Moi, je pense à Galaxy aussi, évidemment. Ouais, ah oui, effectivement, ouais, et surtout, il y a l'air d'avoir énormément de clins d'œil à l'histoire de Sony. Ça me fait penser un peu au film, Ready Player One de Spielberg, Mm. où en fait, il met plein de d'easter eggs de, bah, de tous les trucs de la pop culture. Je pense que faut que je me le fasse parce que je peux pas passer à côté, surtout s'il est élu, Game of the Year. Je peux comprendre, toutes les éloges qu'on en fait, et tu pas le seul à être dithyrambique sur ce jeu. Très bien, merci. Donc ça, c'est pour toi, ce sont tes 2 jeux de l'année, mais l'année a été marquée également par, d'autres jeux, comme tu l'as dit. Il y a eu l'extension de Elden Ring qui a, Mm. eu, de très bons prix et qui a fait grand bruit. Quels seraient pour toi, les jeux qui auraient pu marquer l'année? Oula, alors j'ai pas préparé une liste de jeux. Je sais pas si toi tu en as une, mais on Moi, peut. j'en ai une, je peux si tu veux te les énumérer, tu me dis ce que tu en penses, et si j'en ai oublié, Je peux t'en Oui, je peux t'en mentionner quelques-uns, je risque d'en oublier parce que j'ai pas mais alors l'extension d'Elden Ring comme tu le disais, Final Fantasy Rebirth qui a été un petit peu une déception. ouais. Après le premier qui était vraiment réussi, ça pose la question sur, bon, bah, est-ce qu'on peut reproduire le miracle de Final Fantasy VII Remake? Ouais. Visiblement non, je pense que les gens l'ont oublié assez vite après sa sortie. Pour le Final Fantasy VII Remake, je l'ai commencé, je l'ai toujours pas fini parce que mine de rien, il y a quand même un truc dans le jeu qui est assez pénible, c'est qu'on te coupe tout le temps dans ton avancée, et je pense que c'est ça qui fait que le jeu a eu une critique relativement négative par rapport à son rythme, tout simplement.
Je sais pas si toi tu l'as fait ou si tu as découvert un petit peu? Bah, j'y ai joué une dizaine d'heures, je crois, et puis effectivement, je Ouais. me suis lassé, parce que et puis il y avait d'autres choses à faire. Oui. Mais je crois que la réussite est clairement moins enfin, c'est la même chose, enfin, c'est même pas la même chose. Il y a le monde ouvert qui est intéressant, mais qui réussit bon, il a pas réussi à m'accrocher, en tout cas. Voilà, puis il y a un problème de rythme dans ce jeu. C'est-à-dire que dès que tu avances dans Mmh. l'histoire, pof, on te coupe et pour débloquer la suite, tu dois faire des quêtes secondaires. Enfin 2024, C'est je un peu c'est pas ça problématique, qui ouais. fait un jeu. Il y a eu FF7 Rebirth effectivement qui était très attendu, qui a eu un peu déçu les gens. Black Myth Wukong, tu as quoi à dire sur ce jeu? Non, alors celui-là, j'y ai pas joué. Il y a eu beaucoup de controverses sur le jeu. Je t'avoue que moi, j'ai pas eu l'impression que ça soit un jeu si marquant que ça. Ouais, Ça m'a pas particulièrement intéressé, ce jeu. d'accord. Je suis pas très fan de Souls-like, en fait. Ouais. Le seul dans lequel je suis vraiment entré, c'est Elden Ring. Là, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. Mais je crois que Black Myth Wukong, il est intéressant par 2 aspects. D'une part, bah, si on aime les Souls-like, peut-être que c'est un jeu qui va nous plaire. Moi, j'ai déjà fait les vrais enfin, j'en ai fait, mais j'ai pas accroché. J'ai fait du Bloodborne, j'ai fait du Dark Souls, machin. Mais à part Elden Ring, ça m'a pas pris. Donc Wukong, ça m'intéresse pas plus que ça. L'autre truc qui est intéressant, c'est que c'est un jeu chinois. Oui. Et on commence à avoir de nombreux jeux chinois qui, au-delà des histoires de controverses qu'on pourrait évoquer aussi, mais il commence à y avoir des jeux chinois qui sont populaires en Occident, des jeux consoles. Et là, il y a quelque chose de très intéressant culturellement, évidemment, parce que moi qui suis complètement tombé amoureux du Japon par l'intermédiaire des jeux et des animés, Mmh. bah, et on peut découvrir, je pense qu'on peut découvrir certains aspects de la culture d'un pays par ses produits culturels, et les jeux vidéo sont des produits culturels. Oui. Donc par cet aspect, c'est intéressant aussi. Mais le jeu en tant que jeu ne m'a pas plus que ça attiré, quoi. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme jeux qui sont sortis cette année? On peut pas enfin, on doit évoquer le Zelda Echoes of Wisdom qui est Est-ce sorti. qu'on doit? Tu as l'air de penser que oui. Moi, je pense que si c'était pas un jeu Zelda, personne n'en aurait parlé. Mais bon. Moi, j'appelle ça un spin-off Zelda. On va dire que c'est un jeu qui est brandé Zelda, mais ça a été est-ce que tu as d'autres gros jeux sur la Switch qui sont sortis cette année à part le Mario Party? Bah non, mais il y a pas eu de gros jeux sur la Switch qui sont sortis cette année. Je veux dire, c'est pas. Moi, je trouve que Zelda était un petit Zelda et qu'il y en a plein des petits Zelda. C'est pas un tort. Mais je pense pas qu'il est forcément nécessaire dans. Enfin, je dis ça, j'y ai pas joué. Donc ça se trouve, les gens qui y ont joué vont l'ont trouvé inoubliable. J'ai pas l'impression que ce jeu ait, au-delà de sa semaine de sortie, provoqué l'émoi de la communauté. Oui, c'est ça, c'est pas comme les précédents. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, à la période de sa sortie, puis après on est vite passé à autre chose, on a C'est tourné la ça. page, quoi. Il y en aurait plein à évoquer. Moi, je m'en garde un ou 2 sous le coude, qui valent vraiment le coup, je crois. Mais il y en a qu'il faut pas oublier. Prince of Persia: The Lost Crown, qui est un petit peu une tragédie. Ouais, C'est un jeu qui a été une vraie proposition par, Ubisoft, à qui on reproche trop souvent de rester sur ces formules, gagnantes. Bah, là, ils ont fait quelque chose de différent et de vraiment réussi, et pourtant on n'a pas vu un succès commercial qu'il aurait peut-être mérité. ouais, Il y a bon Dragon Age de Veilguard qui a, là encore été plutôt bien accueilli, même s'il n'a pas, tout bousculé sur son passage, qu'on peut mentionner, qui était un des gros jeux de l'année. ouais, Call of Duty, qui est là tous les ans, mais qui cette année semble avoir été, une réussite, et c'est important parce que c'est la première année qu'il appartient à Microsoft. oui, Donc c'est vrai. donc voilà, c'est notable pour ça aussi. Métaphore Rick Fantasio, qui peut-être est un petit peu trop, comment dire? Il y a beaucoup d'éclat, et puis au final, j'ai l'impression que les gens se retournent et se disent: «Ah oui, bah, en fait, c'est un jeu Atlus comme les autres jeux Atlus». Donc Ouais, une fois que voilà. le temps est passé, la conclusion, est plus simple, on va dire, quoi. Silent Hill 2 qui prouve que les remakes, Ah, peuvent être, comme enfin, qui est la dernière preuve en date que, les remakes peuvent être intéressants et bien faits. Et pourtant on avait des craintes sur la Silent Hill 2, mais il est plutôt réussi. Palworld, c'est sorti cette année? Je l'oublie déjà, mais ouais, c'était en janvier, début je d'année, crois, ouais, ou en février, c'est début ça. d'année? Qui a été un événement aussi, avec son lot de controverses lui aussi. Bon, Hades 2 en early access, qui c'est toujours compliqué les épisodes 2. Il a l'air d'être aussi bien, voire mieux que le 2, mais que le 1, mais comme le 1, on y a déjà joué, bon, bah, voilà, on va pas repasser enfin, on l'attendait avec beaucoup d'impatience, mais On n'a pas l'effet de la découverte du premier oui, qui c'est nous a ça. vraiment mis une gifle là. Bon, OK, on est dans une continuité, mais est-ce que ça va être aussi bien? Toute la Bah, question est là. ouais, moi je l'ai acheté, je me suis jeté dessus et puis j'y ai joué un petit peu.
Et bon, pour d'autres raisons peut-être aussi, j'ai pas eu forcément l'envie d'y jouer plus que ça. Bon, Balatro, phénomène indé absolument incontournable, qui moi ne m'a pas accroché. Donc J'ai pas testé, j'ai vu qu'effectivement c'était un des jeux de l'année. Faut que je l'installe là sur le téléphone, que je oui. teste histoire de me faire une idée quand même. Ouais, moi, ça m'a pas parlé plus que ça. Je sais pas à quel point tu veux foncer dans le détail, mais on pourrait parler de The War Within, tu vois? Moi, je suis fan de World of Warcraft et j'ai joué à The War Ouais. Within, j'ai beaucoup aimé, c'est l'extension. Pardon, il y a ma machine qui fait des bips. Quoi d'autre? Est-ce que tu veux que j'arrive aux jeux qui, moi, m'ont vraiment plu? Oui, on peut faire ça, tu sais, tu en as 2 ou 3. Est-ce que je sais que tu es fan de jeux de combat, est-ce que Dragon Ball Sparking Zero, tu y as pu mettre la main dessus, par exemple? Alors non, Sparking Zero, c'est un jeu sympa, mais pas un vrai jeu de Ah oui, bah, ça, combat, il y sérieux. a eu Tekken 8 alors cette année. Et ben voilà, on y arrive, c'est Tekken 8 auquel, je ne peux pas ne pas penser. Très bien. Tekken 8 effectivement qui a été pour moi une vraie réussite, qui a redonné un petit coup de peps à la franchise, et qui est vraiment très, très fun à jouer donc oui, celui-là, j'y ai passé quelques heures. Et puis on ne peut pas ne pas évoquer aussi, Helldivers 2 qui lui aussi à sa sortie en début d'année a fait un énorme, splash Ouais. et a été un gros, gros succès pour Sony, peut-être le succès de jeu service, de Sony, mais qui est super fun et qui c'est marrant parce que il a créé autour de lui Helldivers 2. Pour ceux qui savent pas, c'est un petit peu Starship Troopers, le jeu Ouais. et il a le même ton décalé, et ironique qu'il maintient sur tout le jeu et qui s'est complètement propagé dans la communauté, qui a un petit peu fait du roleplay, de Helldivers autour du jeu, ce qui a beaucoup contribué à son succès et en même temps, il y a un autre élément qui est, magique dans ce jeu, c'est le friendly fire. C'est-à-dire que contrairement à tous les jeux, du monde et ben, il y a quand on tire sur un coéquipier, c'est un jeu multijoueur en coop, pour, tuer des vagues d'ennemis et survivre et quand on tire sur un coéquipier et ben, ça lui fait mal et du coup, ça donne lieu à des situations de fun, en coop qui font complètement le jeu, et qui contribuent, je dirais, à 50 du plaisir de jeu. Donc oui, Helldivers, on ne peut pas l'oublier, je crois et il a été, pour le coup, un vrai, vrai moment de fun. Bah, on a une liste relativement, alors pas complète, mais des jeux les plus intéressants. L'idée, c'était ça, hein, que tu mentionnes les jeux qui t'ont, marqué au-delà de tes GOTY de cœur, tes chouchous à toi. Pour ma part, ça va aller assez vite, hein, parce que j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux. Également The War Within, World of Warcraft, auquel j'ai joué parce que, bah, joueur depuis toujours et fan de l'histoire et tout ça, tu vois? On me refait pas, hein. Tu sais, tu n'es pas le seul, hein, World of Warcraft, les gens qui replongent et qui répondent à l'appel de World of Warcraft, de temps en temps, il y en a beaucoup et oui, oui, tu pas le seul du tout, hein. Mais après voilà, moi j'y joue vraiment de manière passive, c'est-à-dire que je fais pas de raid, je fais peut-être 2-3 donjons comme ça, mais je le haut niveau, le compétitif, je fais plus, j'ai arrêté depuis bien des années. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi je joue beaucoup surtout à de vieux jeux, hein, tu sais, j'ai toujours Marvel Snap sur mon téléphone. J'avais essayé, Warcraft Rumble quand il était sorti, d'ailleurs on était dans la guilde du rendez-vous jeu. Mmh, tout à fait. Bah, pareil au bout d'un moment, il manque quelque chose dans le système de progression de ce jeu pour qu'il soit un incontournable. Voilà, bah, écoute, j'ai une dernière question à te poser. Quelles attentes as-tu pour l'année prochaine? Bah, c'est difficile de pas penser à l'héritière de la Nintendo Switch, qui Oui. devrait, être annoncée et détaillée avant le 31 mars. Je crois que, une énorme, partie des joueurs sont curieux de voir ce qui va se passer avec cette console Mmh. et on imagine que Nintendo en garde, sous le coude et sous le pied pour, bien démarrer, sans doute, on imagine au printemps de l'année prochaine pour pas être, en concurrence avec d'autres choses, en fin d'année, encore que, hein, qui sait? Ouais. Mais il l'annonce avant le 31 mars et du coup, entre l'annonce et la sortie, il peut pas se passer 6 mois non plus, je crois. Donc on risque de l'avoir au Ce printemps. qui serait pas plus mal, hein, comme tu dis, ça évite l'embouteillage de fin d'année et ils auraient toute leur année fiscale pour pouvoir, essayer de faire du chiffre là-dessus donc Sans doute, oui. Et puis, bon, bah, il y a GTA 6 qui devrait arriver, aussi, qui est évidemment un énorme morceau. Peut-être, Ghost of Yotei ouais. qui arrivera s'il tient sa date.
Ça, c'est alors moi, j'ai adoré Ghost of Tsushima, donc j'attends forcément Ghost of Yotei, même si les suites, comme on disait avec Hades, parfois, si on te repropose la Ouais, même ouais. chose, c'est un petit peu compliqué de replonger. Moi, je crois que je suis assez client de gros, RPG d'action narratif, donc je et puis je suis très, très fan du Japon, donc je pense que, je serais tout à fait, Mmh. heureux de jouer à Ghost of Yotei. Il y a toujours sur le même thème Assassin's Creed Shadows, que j'attends beaucoup avec beaucoup d'impatience aussi. Ouais. Donc voilà, j'aurai ma dose pour les RPG d'action au Japon. Après, je crois que ça fait déjà pas mal de choses. Je suis sûr qu'il y en a que j'oublie, mais ça fait déjà Bon beaucoup de après choses, hein. tu les incontournables, arlésiennes, genre Metroid, quand c'est qu'il va sortir, Bah, je suis pas très Metroid, moi. Je pense qu'il se garde, le 4 pour la prochaine console ou peut-être que ça sera une sortie dual. Mais moi, je suis pas très fan de Metroid et celui-là a l'air d'être vraiment l'héritier. Enfin, c'est un Metroid Prime. Metroid Oui, Prime, très bien. bon, je crois que ça sera pas forcément pour moi. Eh ben écoute, très bien. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de toi pour les gens qui, auraient le malheur de ne pas te connaître? Le malheur. Bah, écoute, moi, je suis podcasteur depuis un bon moment, hein, ça fait des années et des années, et je produis 2 émissions essentiellement, le Rendez-vous Tech où on traite de l'actu tech et le Rendez-vous Jeux où on traite de l'actu jeux vidéo. C'est, 2 émissions qui sortent, bah, le mardi pour le Rendez-vous Tech et le jeudi pour le Rendez-vous Jeux, toutes les semaines à peu près sans faille, avec des invités qui changent, chaque semaine et je fais aussi quelques émissions en parallèle. Il y a Super Laser Punch où on parle du MCU et de l'actualité Marvel. Alors, on n'a pas fait d'épisode depuis un moment, mais là, on en a sorti un pour parler de Agatha All Along, Ouais. qui est plutôt une bonne surprise, et puis du programme pour l'année prochaine. Donc, on va recommencer à s'y mettre là parce qu'il y a des choses à voir et à faire dans le MCU. Et puis voilà, bah, tout ça est sur notepatrick.com. Vous avez tous les liens vers tout ce que je fais et bah, j'espère que ça pourra vous plaire. Oh à n'en pas douter, hein, comme je disais, l'avantage aussi de tes contenus, c'est que le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu sont des contenus hebdomadaires où on traite de l'actu tech et l'actu jeu et également de nos jeux du moment et tu es toujours bien accompagné donc. Et d'ailleurs, petit teaser pour l'émission de la semaine prochaine, enfin l'émission CQTG qui ouvrira l'année sera en compagnie d'Escarina. Ah super! Effectivement, qui est régulièrement dans le rendez-vous jeu aussi, donc tu enchaînes les gens du rendez-vous jeu dans Voilà. «C'est quoi ton jeu?» C'est parfait. Eh bien écoute, en tout cas moi pour le podcast, vous pourrez retrouver toutes les informations de l'épisode et les liens de Patrick dans les notes de l'émission, disponibles chez mon hébergeur PodcastX. Sinon, vous pouvez me suivre sur bluesky @cqtj.fr, sur Insta CQTJ Podcast ou le site cqtj.fr. Patrick, merci pour ton temps. Je te souhaite vraiment que du positif pour l'année à venir, des jeux et aussi de la bonne santé pour toi et tous tes proches. Et puis écoute un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir, c'est joyeux Noël à tous et toutes et bonne année pour 2025. J'espère que votre année sera encore plus merveilleuse que l'année qui vient de s'écouler. Tu vois, ça marche pour tout le monde, ça. Ça veut dire que Et oui. si les gens ont eu une année merveilleuse, la prochaine le sera encore plus. Si elle était un petit peu difficile, bon, bah, elle sera meilleure l'année prochaine. Donc, un grand merci de m'avoir reçu. Et puis, voilà, joyeux Noël, bonne année à tous. Écoute, merci bien. On se tient au courant et je te dis à très très vite. Ciao, ciao. Et quant à nous, on se donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour le premier épisode 2025. Du coup, vous le savez maintenant, en compagnie d'Escarina. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous un jeu au moins qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?